Parfait. Merci, merci infiniment de cette invitation. Merci de m'accueillir. J'espère que vous n'allez pas être trop déçus de mon laïus parce qu'il est... parce qu'il est toujours délicat, vous le savez bien. Il est toujours délicat et d'intervenir après Chantal Delsol, dont je n'ai pas l'érudition, et de vous proposer une analyse donc du concept de nation, ce qui est un thème, il faut bien le dire, assez large, assez générique. Et donc cela nécessite qu'à la fois je rentre dans un certain nombre de détails, de considérations pour que l'auditoire ne soit pas trop déçu, mais en même temps que je n'approfondisse pas forcément tout, parce que pour le coup je risquerais d'empiéter sur les interventions des autres orateurs. Alors, il est bien évident que le titre « La nation est-elle de gauche ou est-elle un concept de gauche ?» c'est une manière un peu provocatrice de présenter la chose, d'évoquer le fait qu'un certain nombre de notions ont pu connaître au cours de l'histoire des idées politiques et de l'histoire de la vie politique, eh bien des transformations, des glissements, des changements de sens. Et vous le savez bien, ici, je pense que tout le monde, même s'il ne l'a pas forcément lu in extenso, mais tout le monde connaît évidemment les travaux de Jean Vigry sur la notion de patrie et évidemment sa notion connexe de nation. Et tout le monde a à l'esprit le fait que, évidemment, le moment de bascule, c'est la Révolution française. Ce n'est pas une obsession personnelle, la mienne ou la vôtre, que d'évoquer la Révolution comme étant un moment de transformation profond, je dirais, de la philosophie politique, mais il est absolument certain que c'est le cas. Alors, si vous me permettez, avant de vous proposer une analyse un peu plus personnelle, quelques notions qui sont, je dirais, de la connaissance commune. Bon, la patrie, bien sûr, c'est le pays des ancêtres, c'est la terre des pères, et il est bien évident qu'en des temps avant le 19e siècle, en tout cas, où eh bien, on voyageait peu et en tout cas pas très loin, eh bien, c'était le plus souvent la terre où l'on est né. Mais à partir du XVIIIe siècle, il est certain que la signification commence à riper, à changer. La pensée philosophique moderne développant, Philippe l'a évoqué tout à l'heure, le contractualisme social, eh bien, fait basculer l'idée de patrie dans une conception plus révolutionnaire où désormais, eh bien, la patrie va être assimilée au régime politique que l'on sait choisi. Et ce qui permet, bien entendu, on va le voir en particulier avec la notion de nation, de dissocier la patrie du souverain traditionnel. Illustration très rapide, la patrie, c'est le régime politique que l'on s'est choisi. Pour un authentique communiste, même de nationalité française, eh bien, sa véritable patrie, au XXe siècle, c'était l'Union soviétique, on le sait bien, notamment dans le cas de Maurice Thorez, à qui les tribunaux de la Troisième République, sous le gouvernement Daladier, avaient retiré sa nationalité française, bien qu'il n'en ait eu qu'une seule. C'était juste pour le dire en passant. Alors, cette opposition entre une pensée classique, la pensée classique, c'est celle qui a irrigué évidemment toutes les sociétés, je dirais, d'avant la naissance de la modernité, et même qui a continué à faire fonctionner les sociétés à l'époque moderne. La différence, donc, enfin l'opposition entre la conception classique et la conception moderne de la patrie a donné naissance naturellement à deux types de patriotisme. Le patriotisme classique, l'attachement filial à la terre et à ses morts. Hein, et puis le patriotisme moderne, l'adhésion eh bien, à un ordre politique. Il va de soi que eh bien, république et patrie
ont été considérés comme indissociables à partir de 1792 et que, par conséquent, ceux qui n'apparaissaient pas comme étant suffisamment adeptes de la République ont pu être qualifiés, ont pu être suspectés et qualifiés et condamnés comme étant des traîtres. Alors cette dichotomie entre pensée classique et pensée moderne, c'est un peu mon dada, il faut bien le dire, même si je le présente de manière, vous m'en excuserez, un peu schématique aujourd'hui, pour, je dirais, que les oppositions soient clairement établies. Cette opposition, elle apparaît aussi avec l'idée. Écoutez. Nombre de traditions communes, définition éminemment, je dirais, simple et acceptable par tous. Je vous signale que même un homme comme Renan, et Dieu sait s'il appartient à la philosophie politique moderne, admet une telle définition. Hein. On oppose très régulièrement la définition allemande fichtienne, de Herder, de Fichte, la définition allemande de la nation à la définition dite française, celle de Renan, où les Allemands ne parleraient que des éléments objectifs de langue, de culture, d'ethnie constitutifs de l'ordre national, tandis que les Français, les républicains, ne parleraient, eux, que de la rencontre de volonté. C'est faux. Renan dit très clairement que pour qu'il puisse y avoir une rencontre de volonté, pour qu'il puisse y avoir un accord, une volonté de vivre ensemble, il faut quand même qu'il y ait un patrimoine, commun. Et j'allais dire vos ou les auteurs allemands, j'allais dire vos amis allemands. Bon, enfin, c'est pas les miens. Bon, enfin, les Allemands ont pu développer une théorie qui se veut prétendument objective ou plus objective que la théorie contractualiste. Il n'empêche qu'ils admettent parfaitement l'idée moderne de la rencontre de volonté. Bon, donc tout ça pour dire que la définition de la nation comme un corps social ayant des traditions communes, c'est le b.a.-ba et ça ne nous en dit pas grand-chose. Ce qu'il faut déterminer, c'est ce qu'il faut essayer de savoir, c'est chez les auteurs, dans notre propre position, qu'est-ce qui va être l'élément fédérateur, n'est-ce pas, de ces traditions communes. Et donc, effectivement, est-ce que la nation est un corps social qui s'inscrit dans un ordre cosmologique des choses, c'est la conception classique, ou est-ce que la nation est une construction artificielle, autrement dit, le résultat d'un contrat social, et pour reprendre les formules, n'est-ce pas, de Renan, la volonté de vivre ensemble, le plébiscite permanent, etc. C'est cela qui est le cœur du problème. Est-ce que ce corps social qui a des traditions communes, est-ce que c'est une construction artificielle ou est-ce que c'est une ontologie qui existe dans un ordre naturel ? Même si j'avoue que je ne suis pas très adepte de cette expression parce que ordre naturel, ça laisse... enfin, je veux dire, il y a plusieurs approches possibles de la nature et en particulier, il y a ceux qui seraient peut-être tentés d'opposer nature à culture. Or, il est bien évident que dans la conception traditionnelle de l'ordre naturel, les questions culturelles et sociales font parfaitement partie justement de cet ordre des choses. Bon, je ferme la parenthèse. En tout cas, pour la nation de gauche, la nation révolutionnaire, il n'y a pas de corps social sans contrat social. Et il est donc cohérent, je fais une toute petite parenthèse pour vous l'indiquer ici, mais il est donc parfaitement cohérent que dans la classification des régimes politiques, la démocratie soit devenue, dans la pensée moderne, le seul régime véritablement légitime, entre guillemets, parce que s'il n'y a pas de société sans contrat social, il est logique de donner le pouvoir dans cette société construite à ceux-là même qui ont voulu qu'elle existe par ce contrat social. Tandis que, évidemment, dans la pensée classique, tous les régimes, à partir du moment où ils recherchent le bien commun, où ils visent le bien commun et où ils essayent de le réaliser, peuvent être parfaitement envisageables, que ce soit effectivement le gouvernement d'un seul, d'un petit nombre ou d'un grand nombre. Là, il y a une rupture, évidemment,
importante là-dessus. Et naturellement, si la nation de gauche, la nation moderne, la nation révolutionnaire s'appuie sur le contractualisme social, eh bien, elle a conduit à un transfert de souveraineté de la tête, en l'occurrence le roi, aux citoyens. Un mot justement sur cette souveraineté des citoyens. Beaucoup de nos contemporains sont enclins à penser ou s'imaginent que lorsque les citoyens votent, eh bien, ils expriment un certain nombre d'idées. Les constitutionnalistes qui sont là dans la salle trouveront peut-être que je simplifie un peu les choses, mais on le sait bien, la souveraineté dite nationale qui s'applique dans le régime depuis la Révolution française, hormis à quelques exceptions près, notamment lors des pratiques plébiscitaires bonapartistes ou en théorie dans la Ve République avec le référendum, c'est toujours la souveraineté nationale qui s'exerce. Autrement dit, cela signifie que eh bien, les citoyens ne font qu'exercer une fonction, celle de désigner des représentants qui, eux, vont exercer la souveraineté, qui, eux, vont être en capacité de déterminer ce qu'est la volonté générale. Je vous rappelle que pour des raisons historiques, notamment parce que les États généraux ont jeté aux orties les cahiers de doléances qui leur avaient été donnés, mais aussi en raison, je dirais, d'un certain snobisme, d'une certaine morgue de classe, notamment due à la BCIS, n'est-ce pas? Eh bien, il y a le refus, n'est-ce pas, du mandat impératif depuis la Révolution française et naturellement, je n'insiste pas sur le mépris vis-à-vis du référendum d'initiative populaire, puisque même des candidats supposément, je dirais, intéressants, eh bien, s'y étaient parfaitement refusés. De ces deux conceptions de la nation découlent deux conceptions du nationalisme. Je vais vite parce que mon voisin va eh bien, me houspiller. Deux conceptions du nationalisme. Un nationalisme qui repose sur l'idée de la nation moderne qui sera nécessairement un nationalisme de conquête. Et on l'a bien vu, la Révolution française a cherché à étendre aux pays voisins eh bien, les lumière, entre guillemets, pour dire les choses vite. Tandis que la nation classique, celle qui s'inscrit dans un ordre des choses, elle cherche à maintenir une tradition, une ontologie, un héritage reçu, et donc ce nationalisme-là, dont on peut dire que c'est celui de Barrès, malgré le fait qu'il ne soit pas monarchiste mais républicain, mais de ce point de vue-là, Barrès tend vers une forme de classicisme. Ce nationalisme-là, eh bien, c'est un nationalisme de résistance. Je reprends ici la dichotomie qui a été proposée dans un article de la revue Commentaire par Jean-Pierre Descotte, et je crois qu'il a raison sur ce point, même si je ne partage pas toujours toutes ces prises de position. Mais enfin, en tout cas, là, l'opposition entre le nationalisme impérialiste de la nation moderne, de la nation de gauche, et le nationalisme de résistance de la nation classique, tel qu'il a été érigé, tel que Barrès l'a fait émerger à la fin du 19e siècle, en résistance à quoi? Eh bien, en résistance à, d'une part, l'occupation allemande, et d'autre part, à l'agression économique et sociale libérale contre les catégories populaires les plus faibles. Je vous signale que par conséquent, si l'on admet ces définitions que je vous propose ici, eh bien, l'adhésion ou le refus à telle ou telle époque de l'histoire de la colonisation devient cohérent. C'est la gauche qui est favorable à la colonisation parce qu'il y a une forme d'impérialisme, le fait de faire partager, le fait d'imposer un certain nombre d'idées à d'autres peuples qui supposaient plus arriérés. Tandis qu'au XXe siècle, évidemment, c'est plutôt la droite nationaliste au sens plus classique, pas toujours totalement classique, mais enfin en tout cas plus classique du terme, qui, elle, se fait le défenseur de l'Empire parce que l'Empire est devenu une entité existant dans l'histoire, ayant désormais un certain nombre de traditions. Et que donc, à la nation construite s'oppose la nation ontologique, eh bien, on peut comprendre que d'une certaine manière, eh bien, les prises de position quant au colonialisme, eh bien, n'aient pas été les mêmes au 19e et au 20e siècle.
je vous rappelle que le fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui s'est imposé, ou du moins qui a été évoqué à partir de la fin du XIXe siècle, ne concernait nullement les peuples historiques, les peuples enracinés, mais s'adressait aux peuples qui seraient susceptibles d'émerger s'ils pouvaient exercer leur capacité au contractualisme social. C'est ce qui explique que l'on peut à la fois détruire la carte européenne et la refaire entièrement à la suite de la Première Guerre mondiale, tout en affirmant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui pour ceux qui prennent en considération les nations historiques, est incohérent, mais si l'on part du principe que les corps sociaux ne sont que des constructions artificielles, eh bien là, évidemment, du coup, la combinaison du reformatage de la carte européenne avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes devient cohérent. Qu'est-ce que c'est qu'un compatriote, donc par conséquent, en fonction de ces deux conceptions de la nation? Eh bien, il est bien évident que le compatriote classique, c'est celui qui, par son attitude, par sa conduite, eh bien, montre qu'il participe d'une certaine culture, qui donc est, pour reprendre des termes actuels, est assimilé à une identité, tandis que le compatriote, et d'ailleurs, pour dire les choses rapidement, même si je sais qu'il y a des motivations fiscales, c'est ce qui se passe avec l'édit de Caracalla, on donne la citoyenneté romaine à des peuples, parce que ça fait 5 siècles désormais que l'Empire romain, au sens géographique du terme, existe. Et puis à l'inverse, il y a la citoyenneté ou le compatriote moderne de la nation moderne, c'est celui qui manifeste une adhésion à des principes, et par conséquent, le corps social peut être parfaitement multiculturel. La nation construite contre la nation du temps, de l'héritage recueilli, que l'on peut naturellement enrichir, mais que l'on doit aussi transmettre. Je voulais ajouter un mot. Il y a 2 autres notions que je voulais développer, mais la dernière, tant pis, je ne le ferai pas, ou je le ferai très rapidement en conclusion. Je voudrais juste développer une toute petite chose. Un parallélisme avec des questions, avec la question des droits de l'homme et de la philosophie du droit, et en particulier en matière de mœurs et de bioéthique. Vous allez me dire que je pars complètement hors sujet. Je ne le crois pas si vous me faites un tout petit peu confiance, et en tout cas, vous me direz si finalement vous avez été convaincu par ce que je vous ai dit. Je crois qu'il y a, après la première génération des droits liberté, après la deuxième génération des droits créances, après la troisième génération des droits solidarité, une 4e génération des droits de l'homme, quand je dis je crois, on est un certain nombre à le penser, une 4e génération de droits de l'homme sans homme, c'est-à-dire d'un homme qui n'a plus une nature qui lui a été donnée, mais d'un homme qui n'aurait comme humanité que ce qu'il construit. C'est-à-dire, et je résume par rapport à ce que j'avais l'intention de vous dire, celui qui est capable d'exercer sa volonté et sa rationalité, celui-là peut être considéré comme étant un homme et se voit reconnaître les droits attributs de l'humanité, tandis que celui qui n'est pas capable de les exercer, eh bien on les lui refuse, que ce soit l'enfant à l'être ou que ce soit le malade plus ou moins comateux, y compris d'ailleurs quand il n'est pas comateux, et c'est comme ça qu'on a assassiné Vincent Lambert. Bon, donc, vous allez me dire, on est très loin de la nation. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que il y a, d'une certaine manière, dans la conception actuelle de la nation, qui est une conception dominante, qui est évidemment une conception de gauche et qui est une conception révolutionnaire et moderne, il y a cette idée que, dans le fond, le droit à l'autoconstruction que l'on développe en matière de mœurs et de bioéthique, le fait qu'on est véritablement libre, que l'on transgresse, je dirais, sa nature que l'on a reçue, eh bien, on le retrouve exactement dans le domaine de la nation. Le droit à l'autoconstruction, à l'autodétermination de son identité, de genre, de sexe, de tout ce que vous voulez, eh bien, vous le retrouvez dans le domaine collectif, où règne le nominalisme, où cette idée que les êtres collectifs n'existent pas vraiment et ne sont que des additions d'êtres individuels qui ont, eux, un droit à affirmer leur ego, leur orgueil, leur autosuffisance. Et face à cela, les corps sociaux n'ont qu'à ou n'auraient qu'à accepter de manière masochique
à ne pas maintenir leur identité, à ne pas être susceptibles de résister, de persister dans leur existence. Je crois qu'il faut essayer le plus possible de faire des connexions entre les différents sujets. Alors, il y a des domaines dans lesquels, naturellement, je ne ferai jamais de connexion parce que je suis totalement incompétent en sciences dures, mais en l'occurrence, les questions économiques, les questions sociales, les questions politiques, qu'elles soient de droit privé ou de droit public, il faut essayer le plus possible de comprendre la cohérence. Et c'est ce qui me conduit à terminer sur ce point, et c'est promis, j'en aurai terminé dans un instant. Très souvent, beaucoup de commentateurs, y compris, je dirais, dans une certaine mouvance qui nous est familière, sont enclins à penser que le camarade Macron est incohérent. Hein, que d'un côté, il nous dit qu'il n'y a pas de culture française, et que de l'autre côté, eh bien, il va reconnaître, par exemple, eh bien, que les harkis ont été victimes. Bon, encore une fois, là, je télescope un peu les choses, pardon, ça n'est pas forcément toujours très clair. Donc, voilà, qu'il y aurait une incohérence dans ces discours. Je ne le crois pas. Je crois que si l'on a en tête l'idée que, dans la conception moderne de la nation, dans la conception révolutionnaire, celle-ci n'est qu'une construction, on peut parfaitement envisager que ce contrat social se fasse avec des personnes qui ont été tour à tour, au fil de l'histoire de France, des victimes et des bourreaux. Et donc, je n'annonce rien ici, hein, mais je crois qu'un type comme Macron est parfaitement capable, un jour, de dire qu'il y a eu un génocide en Vendée. Non pas parce qu'il va du coup se mettre du côté contre-révolutionnaire et adopter une définition classique de la nation, mais tout simplement parce que la nation étant une construction artificielle, une addition d'individualité et de singularité, et non pas des êtres singuliers qui se coulent, qui s'inscrivent dans une entité sociale qui les dépasse aussi bien du point de vue, je dirais, de l'espace que du point de vue du temps, eh bien, dans ces conditions-là, il est parfaitement envisageable que, on puisse faire un contrat social entre d'anciennes victimes et d'anciens bourreaux, puisque d'une certaine manière, nous avons tous été, au fil de l'histoire, des victimes et des bourreaux. Et c'est ce qui me semble rendre cohérent, non pas justifier, mais rendre cohérent le fait qu'il puisse à la fois dire que la colonisation a été un crime contre l'humanité et qu'en même temps, pour reprendre sa propre expression, les harkis ont pu être victimes d'une politique de l'État injustifiée. J'ai été trop long que le temps imparti, plus rapide que ce que j'avais eu l'intention de faire, mais je ne sais pas s'il y aura une publication, ou en tout cas j'essaierai de développer à d'autres occasions un certain nombre d'éléments. Au final, pour répondre à la question, la réponse est non, bien sûr. La nation n'est pas en soi de gauche. Il y a une conception, une approche classique et une approche moderne, et ce à quoi nous devons veiller, c'est naturellement que, il faut faire renaître au sein de notre pays, auprès de nos compatriotes, une approche classique des choses. Je crois que c'est parfaitement envisageable, parce que tout simplement, c'est celle qui s'appuie sur l'ordre naturel, et malgré les attaques contre lui, malgré tout, ils n'arriveront pas, ils peuvent en dissimuler la compréhension, ils peuvent, je dirais, l'entourer de fumée, mais ils ne peuvent pas et ils n'arriveront pas à le détruire, et c'est ce qui fait notre force. Nous ne nous battons pas pour des idées, mais pour la réalité. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Guillaume Bernard de nous avoir éclairé sur 1000 sujets et j'espère moi aussi qu'il y aura une publication pour que et Chantal Delsol et Guillaume Bernard puissent nous livrer l'intégralité des réflexions qui ont été les leurs. Je demande à Mathieu Detchahassar
Dechassar, pardon, de bien vouloir nous rejoindre pour nous parler d'un cadre différent, puisque avec Guillaume Bernard, on a compris comment est-ce qu'on construisait la nation. Avec Chantal Delsol, on a essayé de comprendre comment un bien commun supranational pouvait se construire précisément parce que les nations y contribuent. Avec Monsieur Dechassar, nous allons essayer de comprendre comment est-ce que, dans un monde où le cadre post-national a été construit et s'assume très clairement comme une construction infranchissable et indétricotable, comment est-ce qu'on peut résister à cette ère post-nationale dont